Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Loïc Folio, Ouest France. C'est quand elle a son pom-pom chante. Et ton problème, c'est simplement qu'elle s'en moque. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Christophe Pénoignon, Ouest France. Un podcast présenté par... Ah, toi aussi t'as changé. Je change. Ah, les dropkicks. Je change. Simon Rengoat, It West. Salut les amis. Salut Loïc Folio. Salut. Tu me disais ce week-end, Loïc, qu'en cuisine, c'était la sauce qui faisait toute la différence. Sauce chorizo en l'occurrence. Le plat signature servi par les hommes de Luis Castro face à Lille a-t-il fait frétiller tes papilles ? Bah, par intermittence, on voit des choses. Il y a eu des bonnes séquences. Il y a eu des bonnes séquences. Après, elles sont encore trop sporadiques. Ouais, c'est très très bien. Salut Pierre Arnaud Bar. Salut Simon, bonjour tout le monde. Il y a une petite suspicion depuis ce week-end d'effet chat noir pour Pab. Tout allait bien. Le FC Nantes était c'est sur pas une depuis série ce de week-end, 3 matchs. c'est depuis toujours. Regarde les résultats du FC Nantes depuis Voilà. que je suis à Presse Océan, c'est parfait quoi. Tu reprends du service, ça fait 0-2 Oui, mais contre le LOSC. Le week-end est déjà gagné. Radakovic qui rentre en neuf, franchement, qu'est-ce qu'on ça pourrait y est. espérer de mieux? C'est ton nouveau fan. Bah, je l'ai dit dès cet été. Incroyable. Dès cet été quand il est arrivé. 4 rouges en 29 matchs la saison dernière, je suis forcément fan. C'est ton homme. Salut Bah, Christophe Pénoignon. Salut Simon. Les soirs de défaite à la Beaujoire, cet homme a besoin de digérer dans la nuit nantaise. On a pourtant proposé avec Pab de le ramener chez lui en voiture, mais non, Christophe a besoin de marcher pour comprendre. Bah oui, mais il avait mangé une choucroute garnie, qu'est-ce que tu veux. Ouais, tout le monde avait besoin de marcher un peu quoi. On l'a laissé partir dans la nuit nantaise, mais je suis heureux de voir que tu es de retour en vie. J'espère que tu C'est nous ton côté livreras Gérald de Palmas en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Le fruit de ta réflexion, tout à l'heure, tu nous la livreras, j'imagine. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Oh, les Doors. 6e. Il y a toujours le podcast, le blind test, pardon. Toujours, bien sûr. Bah, évidemment. C'est pessimiste. C'est ta première cette saison, Loïc, c'est Eh vrai. oui. Ah ouais. Première, et voilà, premier morceau facile. The End, parce que c'est la fin de l'espoir d'un autre FC Nantes pour une partie des supporters nantais qui avaient épousé la cause du collectif nantais. On en parle dans ce 8e épisode, saison 7 de Sans Contrôle. D'abord, c'est fin de série pour les Canaries. Quels enseignements après la défaite face à Lille? Tati Awaziem, c'est moins bien en ce moment, non? Mwanga est-il plus utile en relayeur qu'en sentinelle? Il y aura un débat. Et puis, c'est le 6e match sur 8 sans marquer pour le FC Nantes. Ablin, Mohamed Guirassi, c'est quoi le problème devant? Que faut-il changer pour aller défier le Paris FC vendredi? Ce sera notre deuxième thème. Le vestiaire est-il aussi calme qu'il le dit malgré la situation au classement? Nantes est au bord de la zone rouge. Enfin, notre gros dossier du jour sur la fin du collectif nantais avec un invité spécial, Antoine Josse, qui est le créateur du crowdfunding. Il s'en occupait au sein du collectif nantais et l'un des piliers de ce collectif. On fera le bilan de cette aventure qui se termine sans le succès espéré. Allez messieurs, on devrait donc voir la trombine de Valdemar encore un moment à la Beaujoire. Mais heureusement, les ultras de la Tribune Noire aussi comptent bien rester et nous gratifier de tifos incroyables comme celui de dimanche. Eh oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non? Hey, oh, let's go! Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Retour sur le festival inoffensif des Canaries contre Lille. On va la foutre au fond. On va la foutre au fond. Ça ressemble à des Sébastien Patoche. Oui, Sébastien Les pudeurs de gazelle, les deux ils l'avaient tout de suite, c'est Sébastien Patoche, bien sûr. Je l'avais sur le bout de la langue. On va la foutre au fond. C'est bien difficile pour le FCN de la foutre au fond en ce début de saison, mais avant de parler des problèmes de finition, chacun va devoir d'abord choisir si les Nantais, qui se sont procurés plusieurs grosses occasions, ont raison d'avoir des regrets sur le score final face à Lille, ou pas vraiment, étant donné les statistiques que je vous livre à nouveau. 23 tirs concédés pour les Canaries, un record cette saison, 64% de possession pour le LOSC, bref, une grosse domination concrétisée par ce 2-0. Alors, regrets légitimes ou pas des Nantais? On va les entendre dans un instant, mais d'abord, légitime ou pas Loïc? Bah non, parce qu'on peut dire que si le LOSC est réaliste, il y a 4-1 à la mi-temps et le match peut se terminer à 6-2, donc je vois pas où sont les regrets. Effectivement, après, avec énormément de réussite, il y a les deux barres transversales de Mathis Ablin. On peut se dire que Nantes aurait pu éventuellement braquer un point, mais le LOSC était véritablement supérieur. Il y a eu une logique sportive finalement.
Pab. Bah, pas mieux. Quand tu vois la première mi-temps, enfin, on se l'est tous dit, à la mi-temps, tu dois avoir 3 ou 4-1, quoi, déjà. Il y a une domination sans partage des Lillois. Après un quart d'heure, je crois que Nantes a mis 20 minutes à faire 50 passes. Il y en avait déjà 150 pour Lille en face. Il y a un nombre d'occasions pas possible. Je pense que c'est plutôt les Lillois qui avaient des regrets à la mi-temps de ne pas mener plus largement. Après, sur la deuxième, effectivement, il y a une plus grande domination nantaise, mais c'est toujours pareil. Quand tu domines, après, t'es un petit peu plus prudent en face. Pour moi, le succès lillois est largement mérité. Ouais. Quel suspense. Est-ce que Christophe est aligné sur cette proposition ? Et oui, malheureusement, je vais décevoir les supporters nantais. Alors, je vais prendre les regrets, moi. Mais Ok. les regrets ? Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais si on veut parler des occasions, on peut, de barre de Mathis Sabline, effectivement. C'est que le scénario 1-0 jusqu'à quasiment la fin de la rencontre peut donner aux Nantais ses regrets. C'est sûr, tu restes dans le match, mais comme depuis, pardon, je te coupe Christophe, comme souvent depuis le début de la saison, en fait, quand tu regardes à Brest, tu prends un point 0-0, quand tu regardes le nombre d'occasions de Brest, tu dois le perdre. En fait, t'es jamais très loin, mais t'y es jamais vraiment non plus, quoi. En fait, c'est pas si près si loin, c'est si loin si près. Christophe. Ouais, c'est toujours un peu ça depuis le début de cette saison, parce que Luis Castro d'ailleurs nous répète souvent que oui, mais on a eu des occasions, etc. Mais quand tu vois le nombre de tirs lillois, 23 concédés, c'est le record depuis le début de la saison, même contre le PSG. Il n'avait pas concédé autant de tirs, donc ça aurait été un énorme hold-up en fait de faire ne serait-ce qu'un match nul sur ce match. On écoute Anthony Lopez. Déçu parce que je pense qu'il y avait la place de revenir au score. On prend ce but très très rapide où on fait des erreurs un peu individuelles, mais voilà, j'en veux à personne parce que c'est ce qu'on essaie de mettre en place. On sait que des fois on peut se casser les dents sur pas mal de choses, mais voilà, malgré ça, derrière on a eu le caractère pour essayer de revenir. On touche 2 fois les montants par l'intermédiaire de Mathis, donc voilà, on espère tous que la prochaine fois ça fasse barre entrante et non pas barre sortante. Après, il y a plein de choses positives, des choses négatives, ça c'est sûr, sinon on aurait gagné ce match, mais on se doit de rester positif parce qu'il y a quand même eu énormément de choses, c'est créé pas mal de situations. Il manque juste ce but pour essayer de continuer et d'avancer. Il manque ce but pour essayer de continuer et d'avancer. Et tous les acteurs qu'on a rencontrés, on était ensemble en zone mixte, Christophe, nous ont dit on n'est pas passé loin, on progresse. Le coach, comme d'habitude, a certes accepté la domination lilloise dans l'analyse, mais évoqué aussi toutes les situations nantaises. Et est-ce que Luis Castro, il est dans la positive attitude en permanence sur le sujet ? Bah oui, c'est de la méthode Coué, clairement. Après, c'est difficile d'être pessimiste devant les micros, mais oui, enfin, je sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais moi je trouve qu'en fait on parle beaucoup des deux barres d'Ablin, mais en fait je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. En fait, Ablin c'est le seul à se créer des occasions. Ouais. Il se crée encore un peu comme la saison dernière des occasions sur des exploits personnels. Alors sa reprise acrobatique, elle est magnifique. Il y a une action, en fait, de temps en temps. Sur l'action justement de la barre, d'un seul coup, ça se goupille bien, ça décale bien sur le côté sur Guirassy en une touche, il y a action, mais le reste du temps, c'est quand même très très pauvre. Cette action-là, c'est la plus belle, mais elle est trop rare. Ah oui, mais en fait, le reste du temps, il y a aussi la possession de balle, je crois que tu es à 33 ou 36%. Dans la construction du jeu, tu peux pas dire que tu as mis l'équipe de Lille sous pression non, tu peux pas dimanche soir, c'est pas possible. Et en fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'à chaque fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, à chaque match, tu te dis, ouais, il y a des raisons d'espérer. Oui, il y a un petit quelque chose. Oui. Mais c'est ce que je dis tout le temps, t'es si loin, si près. Mais c'est long, parce que ça fait 8 journées qu'on se dit ça. Ouais, puis en fait, t'as des petits motifs d'espoir dans le match, mais sur le contenu total d'une rencontre, tu peux pas dire que Nantes mérite mieux. On reste sur le débrief de ce Nantes-Lille pour parler de la charnière centrale. En difficulté, je le disais en introduction, c'est moins bien en ce moment Tatia Ouazième. Est-ce que c'est le sentiment que tu as eu, Loïc, aussi ? Oui, alors et dans le paradoxe, c'est que défensivement, avant de faire le focus sur cette charnière centrale, je trouve qu'il y a néanmoins quelques progrès dans la relance, c'est-à-dire que Nantes remonte de façon plus cohérente. Je trouve le ballon sur les 30-40 premiers mètres. C'est après que c'est extrêmement compliqué. Ouais, puis c'est risqué. Le premier but, il vient d'une mauvaise relance, enfin en tout cas d'erreur individuelle. Alors la première erreur, il vient d'une prise de risque. Et là, effectivement, Ouazième qui était quand même plutôt solide, un peu patron entre guillemets taulier depuis le début de saison. Il est redevenu en deuxième mi-temps d'ailleurs. Et qui cornaquait du coup plutôt bien Thilel Tati est en difficulté sur ce match-là face à Lille. Après, à Brest, il avait déjà été un peu moyen. Hein. Ouais, mais il était déjà suspect. Je suis d'accord avec l'analyse. Là-dessus, je vais quand même donner beaucoup de crédit à l'équipe de Lille parce que l'intensité qu'ils mettent.
la qualité individuelle des joueurs. Au pressing. Même l'intensité dans les duels. De toute façon, on a posé la question à Luis Castro en conférence de presse après le match. C'était les deux équipes qui s'affrontaient, qui avaient remporté le plus de duels depuis le début de la saison. Et Lille a mangé complètement Nantes dans ce domaine-là. Mais dans l'intensité, dans le pressing, dans les déplacements des joueurs. Enfin, nous, c'est vrai qu'en tribune de presse, on est haut, mais c'est un régal à regarder quand t'aimes le foot. Les équipes de Genesio sont très belles. On parle de la charnière centrale, il suffit de voir le premier but lillois, puisque ce premier but vient de 2 prises de risque totalement inconsidérées. Oui, la première, c'est la relance d'Awaziem, effectivement, parce que tu as un vrai pressing en face et que ça manque de justesse. Et après, le geste fatal, la prise de risque totalement inconsidérée d'Emen Tabibou à l'entrée de la surface de réparation. Ballon contré, relance longue contrée d'Awaziem. Duel perdu par Kwon. Kwon qui essaye d'effacer le ballon avec son corps. Il n'y a pas faute, on revoit, c'est un contact. Donc il joue mal le coup quand même, Kwon aussi. Et puis Tabibou, alors là, plein axe, grande naïveté, débarrasse-toi du ballon. Il a eu du mal, Tabibou, sur le match. C'était difficile. Naïveté ou suffisance Mais c'est pas pour autant que le FC Nantes doit arrêter d'essayer de relancer. Pour moi, sur cette simple erreur-là, et c'est ce que nous a dit le coach à l'issue de cette rencontre-là, c'est que les joueurs savent ce qu'ils ont raté. Et donc on apprend à travers ça. Mais c'est vrai que ça coûte un but et ça change le scénario du match, Christophe. Mais sur la charnière, pour revenir au sujet de départ, sur les premiers matchs, tout fonctionnait très bien. Et on avait cette impression que ça pouvait pas forcément durer. Il y aurait forcément des écueils et que Tilal Tati allait commencer par être moins bien. C'est ce qui se passe. Souffrir d'inexpérience, de nonchalance aussi un peu parfois sur ce match. Contre Rennes, il avait déjà été défaillant. Et là, Awaziem commence à montrer aussi des limites. Lui qui revenait de MLS, il fait 4 super premiers matchs. Donc on avait la semaine dernière, on a dit que c'était bonne surprise avec Mwanga du recrutement. Oui, voilà. Mais on savait qu'on marchait sur des œufs quand même, parce que tu changes totalement ta charnière. Et sur des postes aussi stratégiques, c'est compliqué. Et c'est vrai que Tati, il a un côté un peu une sorte de lenteur dans le. En fait, t'as l'impression que le procès de la nonchalance, c'est une erreur. On l'a fait à Zézé aussi. Il peut être bon et nonchalant. Mais c'est pas ce que je dis. En fait, Zézé, à chaque fois qu'il a le ballon, il prend vraiment l'information, il regarde autour. Sauf que la Ligue 1, ça va plus vite que les U19, ça va très vite. Et typiquement, moi j'ai remarqué, et je venais de dire à mon collègue Jean-Yves, que je salue, qui ne doit pas nous écouter d'ailleurs, mais je venais de lui dire, c'est marrant, Tati, à chaque fois qu'il a la balle, il regarde, il redonne, il donne en retrait. Et pile dans la minute, il fait sa passe en retrait qui est interceptée. Manque de prise d'information. Et en fait, il fait cette erreur-là, mais dans la minute, alors il y a une minute un peu folle, parce qu'il y a il y a la barre aussi d'Ablin, et derrière, et c'est là que tu le vois si c'est un champion ou pas, parce qu'il sort pas de son match. Il sort pas de son match. Pour moi, c'est pour ça que ça peut être un futur grand. Et il faut lui laisser un temps d'adaptation. Oui, c'est vrai. Mais je maintiens que la défense a été sous pression par des super Lillois. Fernandez Pardo, c'est très fort. Haralson, il se déplaçait partout. Un coup, il était dans le cœur du jeu, à gauche, devant. C'est très dur à cadrer tout ça. On voit les limites de cette charnière pour l'instant qui doit prendre des habitudes de jeu et qui est new look. Et je rajoute à ça Louis Leroux, côté gauche, qui, t'as vu la différence aussi avec un vrai latéral en face, avec Meunier, où la plupart de ses passes, de ses relances par Ablin ont été contrées, et Meunier lui a fait beaucoup de mal, parce que il a été moins bien sur ce match. Oui, grosse difficulté. Et du coup, c'est toute la défense qui est en difficulté. Jean-Yves Keinec ne nous écoute jamais. J'ai parlé foot avec lui. Il ne sortirait pas des saucisses comme ça s'il nous écoutait. C'est juste une précision. Et on le salue à nouveau puisqu'il ne nous écoute pas. Kwon et Tabibou. Alors, on a évoqué rapidement Tabibou. Loïc, pas assez influent à mon sens. Et Mwanga, allez, un taux au-dessus quand même au milieu de terrain. Mais on a eu un milieu de terrain défaillant pris par le pressing lillois. Oui, clairement, le FC Nantes s'est noyé dans ce secteur de jeu, mais encore une fois, pour moi, il y avait une classe d'écart, donc le débat, il est un peu biaisé. Moi, j'attends de voir ce milieu de terrain-là. Il y a une grosse opposition, ou un autre face à une équipe qui joue dans ton championnat, finalement. Ouais, mais il y a quand même, pour moi, un problème au milieu, et Joël Le Penant en avait parlé, je sais plus après quel match, où je crois que c'est à Nice, où en fait il dit il y a parfois des difficultés au milieu de terrain, c'est que la sentinelle, donc Kwon là en l'occurrence, comme Nantes est sous pression, vient renforcer l'axe central. C'est toujours le même problème. Voilà, toujours le même problème. Et du coup, t'as plus que 2 milieux de terrain. Ouais. T'as Tabibou donc qui essaie de s'en sortir techniquement, qui fait des erreurs, et Mwanga. Trop de déchets. Surtout, il partait tout seul au pressing. Plein de fois, il a pressé au niveau d'activité. On s'arrête sur Mwanga parce que c'était une question que j'avais à l'origine et on va faire le tour de la table. Mwanga, meilleur en relayeur ou en sentinelle ? Vous le préférez à quel poste, Christophe ?
Sentinelle quand même, Sentinelle parce que c'est son poste de prédilection, même si là je trouve qu'il a quand même été encore très bon au poste de relayeur, il a un gros volume, c'est lui qui a initié. Très bon, je trouve ça exagéré. Un peu seul. Moi je l'ai trouvé bon, mais très bon. En tout cas dans l'esprit. Mais je sais que vous n'avez pas eu les mêmes façons de noter, on n'était pas forcément d'accord sur la prestation. Moi je l'ai trouvé vraiment bon. Moi je suis d'accord avec toi, et moi je suis content de l'avoir vu en relayeur et j'aimerais bien le revoir là quand il y aura le retour de Coquelin, parce que je pense que tu peux avoir un autre milieu de terrain. Si, on peut encore espérer un retour de Coquelin. Pour 1 ou 2 matchs avant qu'il reparte. On connaît l'histoire franchement avec oui, mais si t'as Coquelin en sentinelle et Manga devant avec le retour d'un Le Penant, t'as aussi un autre milieu de terrain. Malheureusement, c'est un débat qu'on a eu il y a 15 jours avec Jean-Marcel. Moi sur Manga, effectivement, je le préfère en sentinelle. Je l'ai trouvé plutôt bon, plutôt correct, pas excellent, mais plutôt correct. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que les différences des milieux lillois, c'est que les milieux lillois, quand ils ont le ballon dans les pieds, ils ont 40 solutions. J'exagère un petit peu, mais ils ont des solutions devant eux, il y a du mouvement, etc. Ce qu'on ne trouve pas encore à Nantes dans les automatismes. Dans les couloirs également. Dans les couloirs, exactement, ça coulisse pas de la même façon. On l'a dit, Meunier, c'est le Hakimi du LOSC. Exactement. C'est le joueur de débordement qui apporte. Donc il faut aussi mettre ça en rapport à Manga sur son poste 8, on l'écoute. Oui, moi... Personnellement, tant que je suis sur un terrain, je suis content, je prends du plaisir, je joue au foot. 8, c'est là, ça demande un peu plus d'efforts, plus de courses, on doit accompagner, revenir. Mais je sais que j'ai les capacités et les qualités pour. C'est pour ça que le coach m'a mis à ce poste-là et il me fait confiance. Et c'est d'aider l'équipe au maximum. Aider l'équipe au maximum, quel que soit le poste, c'est vraiment le couteau suisse de bonne qualité pour le coup recruté par le FC Nantes sur la fin du mercato. Manga, on l'a déjà dit. Tu voulais ajouter quelque chose sur le terrain? Je rejoins pas par rapport à Francis Coquelin. C'est-à-dire qu'un Coquelin en pleine possession de ses moyens peut encore vraiment apporter à cette équipe, parce qu'en plus et avant tout c'est un joueur qui est intelligent, mais c'est sa fragilité qui pose un vrai problème. Pab. Bah oui, non mais enfin, je vais pas répéter ce que. D'accord, je croyais que tu voulais. Non, mais pour moi, je trouve que Manga, ce qui m'a embêté, c'est que je trouve qu'il a vraiment un beau volume de jeu. Il est propre avec le ballon. Puis dans les courses, dans l'intensité, c'est quelque chose. C'est pour ça que j'ai envie de le voir il aussi. Il peut avoir un profil box-to-box. Oui, là où Francis Coquelin pourrait stabiliser le milieu. Exactement. Et Le Penant avoir une touche technique. Oui, mais mon gars, il pourrait avoir un profil que t'as pas vraiment. Ouais, complètement. Et avec Le Penant qui a dans l'intensité, on sait que dans les duels à haute intensité, dans les courses, il est dans le pressing, il fait partie des meilleurs de Ligue 1. Donc moi, j'ai envie de voir ça parce que mon gars, plusieurs fois, je l'ai trouvé un peu seul. Parfois, il allait presser la défense adverse, mais en fait, il était tout seul. Donc, et les Lillois sont toujours sortis du pressing nantais avec facilité. On l'a pas évoqué à propos de Le Penant, mais la petite fissure au tibia, on l'avait un peu dès le début, puis ça a été démenti finalement. Alors, a priori, c'est un problème de fibula. Voilà, fibula, côté médical. Ouais. Mais est-ce que Nantes a un peu caché la chose ou a vraiment cru qu'il allait revenir? Non, a priori, ça n'a pas été décelé au diagnostic. Il a fait 2 examens qui n'ont rien révélé. Et en fait, visiblement, c'est en visualisant lors d'une troisième, je ne sais pas si une IRM ou une radio, ils se sont rendus compte qu'il y avait une cicatrisation. Donc, un début de cicatrisation, ce qui veut dire qu'il y a une fissure. Mais a priori, ça ne repousse son délai d'indisponibilité que de 15 jours. C'est pas comme Moses Simon qui avait dû avoir des vis et une opération. Je ne sais pas si Radakovic avait vécu douloureusement sa non-titularisation à Brest, alors que le poste de défenseur central était libre, mais il a a priori cicatrisé puisqu'il était de retour et en pleine forme sur ce match face à Lille. Génial. Mais il est entré en neuf. Génial. Alors on va pas passer une demi-heure là-dessus, mais beaucoup d'entre nous, en tribune de presse, se sont quand même interrogés sur le choix de tenter le tout pour le tout, non pas à 5 minutes de la fin, Christophe, mais bien avant. Ouais, il est rentré à la 83e minute, donc il restait quand même quasiment un quart d'heure. Ouais. Après, d'aucuns diront que contre le Stade Rennais, c'est lui qui amène le but de l'égalisation. Exactement. Sur la même position. Ça vient mettre le bazar, ça sert à quoi? Ça sert à faire tour de contrôle, jeu dévié au second ballon. Il a gagné 2 duels justement, il a pu libérer les espaces, c'est ce que nous disait Luis Castro pour libérer les espaces pour les autres attaquants. Il y avait Youssef Al Arabi aussi qui était rentré, donc il pouvait avoir ce côté un peu tour de contrôle et puis les autres pouvaient tourner autour. Mais c'est vrai que ce côté un peu à la Desperado nous a un peu surpris vu des tribunes. C'est-à-dire qu'à la 83e, finalement, t'abandonnes toutes tes idées, ce que tu as souhaité mettre en place. Idée de jeu, et essaie d'aller mettre le bazar. Exactement, tu passes complètement à autre chose. Voilà, tu changes de... El Arabi qui est entré, on va quand même pour... sa capacité à être clinique dans la surface, c'est ce que nous avait dit Luis Castro, c'est le meilleur dans la surface de réparation à l'entraînement. Il a eu un ballon,
Il a fait son âge quand même. Mauvais contrôle, il pousse un peu trop loin. D'ailleurs, Castro l'a regretté en conf de presse. Il a dit voilà, normalement, un ballon dans la surface pour El Arabi, ça fait but. Et là, il a. Mais El Arabi, aujourd'hui, il faut qu'il ait le temps de s'organiser entre le moment où il réceptionne le ballon et le moment où il essaye d'enclencher vers l'avant. Et on a bien vu que sur cette action, il était en difficulté. Il a plus le coup de rein. On avait 2 joueurs de 39 ans sur la pelouse à un moment simultanément. Ouais. Il y en a un qui a reçu une ovation, mais c'est le Lillois. Ouais. C'est ça. Effectivement. Tu avais aussi quand même Loïc. Alors, tu avais un joueur de 39 ans, mais tu avais aussi quasiment toute l'équipe la moitié de l'équipe de Youth League qui était présente. Sur ton côté gauche. Tu avais dans l'axe Tati, Leroux à gauche, Tabibou au milieu, Guirassi ailier gauche en début de match. Non, t'as plus souffert sur le côté avec cette jeunesse-là ou pas? Vous avez je pense que Lille attaquait plus à droite? Ouais, c'est pas mal venu dans le dos de Louis Leroux. Louis Leroux a encore du mal justement à défendre quand ça vient dans son dos. Il est plus à l'aise quand il est face au jeu. C'est normal, c'est un milieu, donc c'est normal que ça se passe comme ça. Moi, ça me plaît de voir ces jeunes. Franchement, je sais qu'alors si on en met trop, on peut parler ensuite d'inexpérience. Mais c'est quand même un bonheur. Il y a certaines fois, certaines recrues dont tu te dis qui viennent prendre la place de jeunes. Ça fait des années qu'on dit ça. Là, on les voit jouer. Et puis même, je trouve que ça m'a fait sourire sur une ou deux relances. T'as l'impression qu'il jouait les yeux fermés, quoi. Il y a Leroux qui passait pour Tabibou, qui a tout de suite lancé Guirassi. Tu sentais que c'était ça compte un peu les habitudes de jeu. C'est le problème de ce FC Nantes cette saison, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est une équipe qui se découvre. Le problème, c'est encore une fois le temps que le président va laisser à son entraîneur. Pour construire quelque chose. Pour construire quelque chose. Ouais. Et aux joueurs jeunes, aussi il leur faut du temps pour s'installer dans la durée. Exactement. Si tu les laisses partir à 19 ou 20 ans, il faut leur laisser du temps. Voilà. Oui, mais c'est aussi toujours le débat sur la jeunesse. Mais est-ce que c'est aussi une bonne chose pour le développement des jeunes de les responsabiliser et de leur donner autant de temps de jeu? Tu passes de rien à tout. Enfin, on sait qu'il y aura un contre-coup dans la saison. On avait parlé avec Tabibou. Le problème dans ces cas-là, c'est que si de nouveau il repasse à rien. Ah oui. Ouais, mais le fait que Tati s'est pété au moment de Brest, c'est pas non plus peut-être complètement anodin. Le gamin, il a 17 ans. Il démarre titulaire en Ligue 1 tout le temps. Il va apprendre. Très bien. Il va apprendre. Mais comme Tabibou, franchement, Tabibou était moins bon sur ce match, mais il pue le football. On voit les qualités. Donc il faut qu'il enchaîne. Il enchaîne, mais je pense que lui, c'est plutôt au niveau de la tête qu'il va devoir évoluer et très vite et se mettre rapidement au pas de l'exigence de la Ligue 1. Pour la 6e fois en 8 matchs cette saison, les Nantais n'ont pas marqué, messieurs. Mathis Ablin, symbole de ce manque d'efficacité et de réussite, attend toujours le déclic. C'est le plus fringant des attaquants nantais, mais c'est aussi celui qui se procure les plus grosses occasions et qui ne marque pas. Son collègue et copain Anthony Lopez l'expérimenté sur Ablin. Non, je pense que c'est très cohérent, ce qu'il montre depuis le début septembre. Alors, on sait qu'il a connu un mois de juillet, un mois d'août compliqué, mais ça c'est normal. Voilà, c'est un jeune joueur, faut pas l'oublier. Il est bourré de talent. La semaine, c'est un monstre. Le week-end, c'est un monstre. Il lui manque juste but pour. Je vous dis, le jour où il marquera, ça va s'enchaîner derrière parce que. Il sait très bien qu'on a tous confiance en lui. Il sait qu'il a énormément confiance en lui. Au moment où il va commencer à marquer, je pense que derrière, ça va suivre. Toi, l'entraînement, il te pose des soucis? Bien sûr, il en pose déjà aux équipes adverses. Alors bien sûr, heureusement qu'il me pose des soucis. Mais voilà, c'est quelqu'un, comme je l'aurais dit, qui est bourré de talent. Il lui manque juste ce but. Et ce but, j'espère que ce sera vendredi. On aurait tous aimé que ce soit ce soir. Mais j'espère que ce sera vendredi et qu'après derrière il les enfilera les uns après les autres. On a besoin de lui, il le sait. Et ce sera peut-être vendredi, effectivement, l'occasion de cette rencontre face au Paris FC. J'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. On sait qu'il va. Non mais bien sûr, et on le salue. On sait qu'il va claquer des buts, Ablin. On sait que ça va venir. Non, mais de toute façon, c'est ton atout offensif numéro 1. On le sait. Et je l'ai trouvé encore plus criant face à Lille. Il est fort. Il rivalise, tu vois, avec la défense lilloise. On voit que c'est quelqu'un qui peut marquer. Moi, ce qui m'embête toujours dans cette équipe-là, alors c'est vrai que je trouve que des fois il a des gestes d'agacement, ça se voit, je pense qu'il en a un peu marre, mais en fait la saison dernière c'était criant et malheureusement j'ai retrouvé ça un petit peu face à Lille et depuis quelques matchs, c'est qu'il part de très loin, il part de la ligne médiane à chaque fois. Tout seul. Mais c'est ce qu'on disait en fait sur la difficulté à élaborer du jeu dans le camp nantais, à surprendre ses adversaires, à prendre la profondeur, et puis je trouve qu'effectivement il y a son expression corporelle qui dit quand même pas mal de choses sur sa frustration. Aussi, alors moi ça m'a pas sauté aux yeux, mais on m'a dit aussi que les gens qui étaient de son côté en deuxième mi-temps ont trouvé qu'il défendait beaucoup moins, qu'il s'agaçait très vite. Voilà, il y a mentalement il va falloir qu'il y ait une sorte de déblocage et ça viendra effectivement quand il marquera. Il n'a pas eu un début de saison facile, hein. On va rappeler
qu'il a été très sollicité cet été et qu'il voulait vraiment quitter le club. Donc il a été titulaire que lors de la 4e journée contre Nice, je crois. Et puis il permute beaucoup. Alors là, on l'a pas mal vu. Alors, il a débuté à droite, il est revenu à gauche. Donc les occasions, c'est plutôt dans l'axe qu'il se les est créées. Donc il faut qu'il trouve un certain équilibre, mais comme a dit Castro, je pense que c'est plus une affaire de chance que de confiance pour l'instant. C'est ce que dit Lopez aussi. Son gros raté finalement, c'est son péno contre Rennes qui est mal tiré. Ouais. C'est vrai. On ne peut pas lui reprocher. Non, là, c'est pas ces occasions manquées entre guillemets. Bah si, de cadrer, bien sûr. Mais peut-être qu'un joueur en confiance, il va cadrer. Non, mais ça passe très près. Je parle sur la dernière, la 3e occasion, la demi-volée qui passe au-dessus. Ah oui. Ouais, parce que ça. Sinon, c'est cadré. Sur les précédentes, c'est cadré. Ouais, bien sûr. C'est la grande classe. La première, c'est le gardien qui fait un super arrêt. Franchement, il fait un super arrêt. C'est pour ça. On sait qu'il va claquer. Mostafa Mohamed, par contre, c'est un fantôme. C'est ce que j'allais te dire, mais un mot rapide. T'y viens. Mais non, mais t'y viens. C'est qu'en fait, ça lance quand même au bout d'un moment le débat de la place de numéro 9. Il est permanent ce débat. C'est-à-dire que Mohamed, ses saisons sont faites de séries où il est un peu. Ce qui est incroyable, le manque de chance pour Mohamed, c'est que sa série, elle a commencé pendant les matchs amicaux. Exactement. Il a planté 4 buts et depuis, il en a mis 1. Voilà. Exactement, mais du coup, il a gagné. Il a tellement peu d'influence statut sur le jeu qu'on en vient à se poser la question de le faire participer. Et d'ailleurs, à Toulouse, il l'a pas utilisé du tout, Luis Castro. Et puis c'est vrai qu'en plus, même quand il était moins en vue offensivement, tu dis quand même toujours que dans la surface, c'est un joueur quand même qui est clinique, mais il a pas de ballon dans la surface. Et quand il l'attaque pas, tu t'attends aussi de lui qu'il te fasse remonter le bloc par son jeu de corps, par un jeu en pivot. Et en fait, là, tu l'as pas vu non plus. Donc alors, est-ce que c'est la manière de jouer de l'équipe qui l'efface ? Est-ce que c'est lui qui est moins dedans ? Mais forcément, un attaquant qui marque pas, qui est pas influent et qui se crée pas d'occasion, parce que il s'est pas créé d'occasion dimanche, ça relance forcément un débat sur sa position. Ça peut pas être seulement de la faute de ses partenaires qui n'arrivent pas à le trouver. Mais j'ai trouvé par exemple El Arabi plus actif quand il est rentré. Exactement. Sans se créer forcément d'occasion, mais dans le jeu, dans le. On va dire que c'est une situation, ce que Mostafa Mohamed n'a pas réussi à faire pendant une heure. On va dire que c'est plus facile en fin de rencontre quand le jeu est plus ouvert, que les équipes sont un peu plus fatiguées. Quand t'as Radakovic à tes côtés aussi. Bien sûr. Non, mais ça aide. C'est vrai que ça va être la bonne surprise de la saison. Je sens que ça va aller très très loin cette histoire. Messieurs, on s'intéresse à la rencontre face au Paris FC. Loïc Folliot, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Christophe Peignoignon, Ouest France. Simon Rengoat, It West. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Que faut-il changer pour aller défier les Parisiens vendredi ? Chaque regard perdu, je cherche encore. Alors, mon étincelle, c'est pas ça ? Une étincelle. Allez vers les L5. Les L5, bien sûr. Loïc, tu joues pas ? C'est concernant. Tu sais qui sont les L5 ou pas, Loïc ? Oui, j'en avais entendu parler. Je rappelle qu'il y a des jeunes dans le studio et que pour eux, c'est la préhistoire. On les salue. Noé, Cédric et Naïssé qui sont là avec nous. Cédric connaissait peut-être parce qu'il est pas jeune. Les L5, ça va ? Tu connais ? Ta femme connaît les L5. En fait, le problème, c'est que quand il y a ces chansons-là, avant de donner le titre, je chante d'abord. Donc, c'est toujours un peu de temps. Allez, avant de parler de cette étincelle chantée par les L5, un mot sur la situation comptable des Nantais. 6 points après 8 journées. 15e, avec le même total que Le Havre et Angers, donc juste derrière au classement. Donc les 16e et 17e ont 6 points comme toi. C'est assez inconfortable, à mon sens. Est-ce que le passage vous choque ou ne vous inquiète pas avec ces 6 points en 8 matchs ? Loïc, inquiet ou pas pour le FC Nantes ? Moi, c'est pas comptablement que je suis inquiet, c'est de voir cette équipe qui est dans l'incapacité de mettre des buts, tout simplement parce qu'elle en prend peu. C'est la 4e ou 5e défense de Ligue 1. Oui, elle les prend 2 par 2. Elle les prend 2 par 2, mais c'est la 4e ou 5e défense de Ligue 1, donc il y a des fondations relativement solides défensivement parlant. En revanche, c'est cette incapacité à s'exprimer offensivement qui interpelle. Sur la situation comptable, Pab, Christophe ? Moi, ce qui me rassure, c'est qu'ils ont fait tourner quand même le compteur. Il y a eu cette série de matchs nuls. Alors, ok, c'est que 6 points, mais t'aurais pu en avoir moins. Et... Sans Lopez. Ouais, sans Lopez. Et donc... T'as quand même, je trouve que Luis Castro, il a pris les points qui lui permettent aujourd'hui encore de pas être la tête sur le billot.
Voilà. Écoutons Anthony Lopez sur la série aussi difficile. C'est vrai que les adversaires des Nantais sur ce côté calendrier sont importants. Je suis étonné que tu ne l'aies pas relevé, Pape, ce calendrier. Oui, c'est quand même ta spécialité. C'est ma spécialité. C'est Anthony Lopez qui s'en occupe. Oui, mais depuis le début de la saison, on a une série qui est compliquée. Voilà, on joue pas des adversaires simples. Voilà. Après, on sait que aussi après cette succession de matchs difficiles, on aura des matchs où on va devoir prendre un maximum de points. Mais si on peut essayer de prendre des points avant, on le fera. Tout simplement. Aujourd'hui, on en prend 0. C'est dommage parce qu'on aurait aimé donner à notre public au moins quelques points. Mais voilà. Il faut garder la tête haute, garder confiance parce qu'il y a quand même pas mal de choses positives et j'espère que ça se transformera en une victoire vendredi. On regarde pas le classement, nous ont dit la plupart des joueurs, c'est ce que dit le coach aussi. C'est de la com ou pas ? Est-ce que le vestiaire est calme et effectivement rassuré par ces 6 points contre, c'est vrai, des adversaires de qualité, Pab ? Alors, je reviens d'abord sur ta petite pique sur le calendrier. Pardon. Déjà, en fait, si tu prends n'importe quel adversaire quasiment du FC Nantes, c'est une... Le FC Nantes est outsider. Non, en fait. c'est pas ça. Mais non, mais je parle. Mais non. Tu joues que. Les équipes du top 10, les équipes européennes. On va dire que ce sont les équipes européennes. Ils ont joué Nice qui est européen, ils ont joué le PSG, ils ont joué Strasbourg, ils ont joué Lille, ils ont joué les équipes européennes. C'est ce que je veux dire. Nice c'était pas en immense forme. Quand je te mets pas Brest par exemple. Brest est top 10, mais Brest, tu dois pouvoir rivaliser. Oui. Ouais, tu fais 0-0. Mais en fait, je trouve qu'à chaque fois, Nantes est outsider quand même. Même à Brest, ils étaient outsiders. Il faut pas oublier. Je pense que ce qui permet un certain confort cette saison avec le FC Nantes, c'est qu'en fait, tu savais cette saison que c'était de la construction. T'as perdu tous tes cadres. Ouais. T'as remplacé des joueurs qui émergeaient à 200 000 par mois par des joueurs à 20 000. Tu recrutes que des joueurs inconnus. T'as la moitié de ton équipe, ce que je disais, qui vient de tes U19. Oui, forcément, tu vas galérer, évidemment. T'as Abin et Anthony Lopez. C'est ce que dit Luis Castro, c'est que lui, voilà, si il se met à regarder le classement après 8 journées, il dit il va pas dormir de la nuit. Surtout que justement, quand t'as fait du turnover, un tel turnover pendant cet été, et que t'as la moitié de ton titulaire qui est parti et que t'en as un nouveau, effectivement c'est compliqué. Je pense que le vrai révélateur, ce sera cet enchaînement, effectivement, Le Havre, Metz, Angers, où là, effectivement, on pourra, je pense, commencer à regarder le classement plus sérieusement. C'est aussi ce qu'a dit Anthony Lopez. En gros, il faut serrer les dents avant cette série d'adversaires à notre portée. Il faut serrer les dents, et je pense, et même s'il faut serrer les dents toute la saison, on serrera les dents toute la saison. C'est comme ça. Il faut rester positif, tout simplement, parce que si nous, un peu ceux qui ont d'expérience, un peu les anciens, commencent à baisser la tête et à flancher. Autant déposer les armes et de se dire voilà, c'est fini. Non, je pense que le groupe est de qualité. On sait très bien qu'il y a eu un gros remaniement d'effectifs cet été, mais le club fait énormément confiance aux jeunes de formation, énormément confiance aussi aux anciens qui ont intégré le groupe pour pouvoir accompagner les jeunes le plus haut possible. Et voilà, on sait que peut-être ça sera dur jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au dernier match comme la saison passée. Mais voilà, faut être positif, faut pas baisser la tête et surtout garder une mentalité de se dire on peut gagner, essayer d'aller gagner chaque match, tout simplement. Pab. C'est marrant, en fait, Anthony Lopez, il garde le même discours qu'il avait globalement dit début août. Même à la sortie de la prépa. Ouais. Voilà, il avait dit il faut du temps. Alors, ce qu'on a dit, il y a tout qui a changé. Et parce qu'il faut rajouter à ça. Il s'inquiétait aussi à cette époque un peu en coulisses du recrutement et de la qualité de ce groupe, Anthony Lopez. Alors, il peut pas nous le dire, évidemment. Non, il parlait aussi d'expérience. Et c'est marrant, c'est ce qu'il redit là. Il dit si nous, les joueurs d'expérience, on maintient pas cette équipe à flot, là on va sombrer. Et ce qu'il disait en août, il disait on a besoin de joueurs d'expérience Ligue 1 parce qu'on sait qu'on va avoir des moments durs dans la saison, et c'est les cadres, c'est les joueurs qui ont de l'expérience, qui ont vécu ces moments-là, qui sont là aussi pour tenir la baraque, pour dire on garde la tête froide. Ça va aller, parce que les jeunes, à part le manque d'expérience, c'est là où tu peux sombrer. Et je rajoute dans les arguments qui font quand même que pour Nantes c'est difficile, c'est que on en a parlé, t'as Coquelin qui est blessé quasiment depuis le début de la saison. C'est ce que j'allais dire. Et Le Penant au milieu de terrain, c'est quand même une sacrée perte. C'est le chantier. En plus, et Hong qui n'est pas performant, donc t'as un milieu de terrain en totale reconstruction. Qui est pas performant. T'as Camara qui est pas performant. Par rapport aux attentes, par rapport au pédigré. Moi j'ai beaucoup d'attentes sur Radakovic.
4 rouges en 29 matchs. Moi, j'attendais au moins une boîte, quoi. Vendredi, ce sont les retrouvailles avec Moses Simon, le tueur, quand il était à Nantes en tout cas. Est-ce qu'il enchante le public parisien comme il a émerveillé les fans des Canaries? On va poser la question à un confrère suiveur du Paris FC, Laurent Prunetta du Parisien, qui nous rejoint. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors je vais dire qu'il joue un peu les intermittents du spectacle. En fait, il a des stats qui sont convenables, de buts, de passes D, mais sur la durée d'un match, pas très régulier en fait. On s'aperçoit qu'il a vraiment du mal à passer un contre un. Voilà, ça n'a pas montré que sa vitesse, mais quand il réussit ses centres, quand il passe, ça fait mouche. Mais ce qui était sa qualité première quand même à Nantes, d'être capable d'éliminer en 1 contre 1, c'était même le circuit préférentiel, j'allais dire le seul circuit offensif du FC Nantes pendant les 2 ou 3 dernières Nicolas saisons. Palois l'avait très bien dit après le match au Havre la saison dernière. On balance le ballon devant en espérant que Simon fasse un miracle. Bon, on n'en est pas là au Paris FC pour l'instant. Il n'est pas indispensable à ce point. Il joue tous les matchs, il est titulaire, mais il a du mal à vraiment répondre aux attentes. Hein. C'est peut-être aussi parce que tu as un meilleur collectif au PFC. Tu n'es pas obligé de t'appuyer que sur ce seul joueur. C'est peut-être ça aussi, non? C'est vrai que beaucoup de ballons passent par la droite avec Kebal qui est en feu là, depuis une saison, qui joue à droite, qui désaute beaucoup. Donc le jeu offensif passe beaucoup par la droite et lui à gauche, il a peu de ballons en fait. Mais quand ça fait mouche, je me souviens contre Lorient il y a 3 semaines, en contre 1, il déborde de Sarr et sortant après but de Crasso, donc ça passe. Des fois ça passe, mais je pense que le staff, les supporters, nous les observateurs, on attendait quand même un peu plus de lui depuis le début de saison. Moses Simon n'est donc pas le seul danger à surveiller pour les supporters nantais à l'occasion du déplacement des Canaries au Paris FC. Laurent, plus globalement, pour ceux qui n'ont pas suivi ni les matchs ni ce début de saison, on est sur une équipe et un club en construction avec un énorme projet. Ça va prendre doucement. Il ne faut pas en attendre trop pour l'instant de cette équipe du Paris FC. Ça va être par retouches successives dans les prochains mercatos qu'une grosse équipe va monter. Je pense qu'il y a un décalage entre beaucoup de choses qui ont été annoncées. C'est vrai que gros budget, gros propriétaire, mais en fait, ils veulent prendre le temps de construire le projet. Donc là, ils n'ont pas voulu trop bouleverser l'équipe qui a monté. Ils ont raté des recrutements, notamment offensifs. Il y a Ablid, où ils ne sont pas mis d'accord avec Nantes, Tassin pareil avec Saint-Etienne. Donc ils ont pas fait de folie au mercato, ils ont juste un peu retouché avec Simon, Aspelou, Amari Traoré, des joueurs un peu exploités de la Ligue 1 et c'est un projet progressif, donc là leur ambition c'est un maintien tranquille, donc c'est autour de la 10e place, je pense. Aspelou c'est intéressant, hein, Moses aussi, ça semble intelligent comme recrutement PAB. Oui, non, je veux juste une petite question sur notre ami Lohan Doucet, ancien Canari, comment il va, qu'est-ce qu'il Il est à la cave depuis une erreur face à l'OM. Il a fait une énorme erreur, ouais. Alors en fait, vous devez vous souvenir, il avait fait le match amical contre Nantes, il a fait un énorme match contre Nantes à l'amical, une semaine avant la reprise. Donc ça lui a permis d'enchaîner à titulaire pré-match à Angers, correct sans plus. Et deuxième match à Marseille, il y a 2-2, il rentre, il fait une mauvaise passe en retrait, 3-2, et depuis il joue plus, ouais. Et là, il est même plus dans le groupe, donc ça va être compliqué. Il est barré aussi par l'arrivée de Lesmelou, il est en 4e ou 5e position à ce poste-là. Il y a Marchetti aussi. Donc, et Marchetti qui était puni pendant 3 semaines par rapport à une attitude avec le staff. Même quand Marchetti était puni, il ne prenait même pas dans le groupe Doucet, donc même pas en 4e ligne. Donc, alors que c'est un bon petit joueur, et il aura peut-être l'occasion de rebondir au mercato d'hiver. Hein, je pense que l'option c'est de le prêter justement, le prêter en Ligue 2, parce qu'il a encore 2 ans de contrat, donc le prêter pour faire une saison complète pour qu'il progresse. Parce que mais déjà en fait saison dernière il ne fait plus depuis le mois de janvier déjà. Il n'était plus titulaire indiscutable, donc il lui faut un nouveau défi à Lohan Doucet, très clairement. Merci pour cet éclairage, Laurent, et puis bon match vendredi entre le PFC et les Canaries. À bientôt, Laurent Prunetta. À bientôt, merci, au revoir. Merci beaucoup. Côté nantais, les amis, en ce qui concerne cette rencontre-là, est-ce qu'on repart avec le même 11 ? Est-ce que c'est souhaitable ou est-ce qu'il faut procéder à quelques ajustements ? Qu'est-ce que vous verriez bien pour que les Canaries ramènent quelque chose de pareil, Christophe ? Ablin dans l'axe, j'aimerais bien le revoir dans l'axe
comme à Nice, avec Guirassy, et pourquoi pas Benatab, qui s'est encore montré assez remuant lors de son entrée, et puis qui a disparu un peu du 11 titulaire. On se demande pourquoi, parce qu'il avait... alors c'est vrai qu'à Nice il avait été moins bon d'après mes souvenirs. Je crois, ce qu'on lui reproche en interne, c'est de ne pas suffisamment défendre. Je crois que c'est le principal reproche de Luis Castro. Oui, c'est vrai que Camara défend un peu plus. Oui, puis tu te dis aussi que c'est un joueur qui peut t'apporter, c'est ce qu'on s'était dit quand il est arrivé, quand il est arrivé définitivement à Nantes en provenance de Bannes, c'est qu'on se disait que c'était un joueur un peu popcorn qui peut te faire une différence sur un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est vrai que son début de saison était plutôt quand même encourageant. Dans une équipe qui galère collectivement, ce qui est le cas du FC Nantes aujourd'hui, c'est un joueur qui peut t'apporter sur un geste technique, sur une passe laser, qui peut te créer un décalage, qui peut te créer quelque chose. Donc forcément, on a envie de voir ça. Ou peut-être El Arabi titulaire aussi, si on veut laisser Ablin sur un côté. Mais sinon, pour le reste, avec les blessures qu'il y a, je vois pas trop ce qu'on peut faire au milieu notamment, ou alors faire débuter Bamed Deuf dont la rentrée a été intéressante. Moi j'en ai marre de voir Louis Leroux latéral gauche par exemple. Même tu remettrais s'il fait pas des matchs ridicules, j'aimerais bien voir Louis Leroux à son poste. Donc tu remettrais Kodza Ça peut être Kodza, ça peut être Leroux et Tabibou de chaque côté d'un Mwanga qui passe sentinelle à la place de Kwon. Vous voyez, le jeu de chaise musicale, c'est une possibilité. On verra ce que fait Luis Castro à l'occasion de ce déplacement. Toi, tu veux pas revoir Hong, on est d'accord. Hong, non, je suis pas chaud pour l'instant. Je suis pas chaud. Faut qu'il se remette un peu. Puis Kwon non plus, t'as compris du coup. Si je remets Mwanga en sentinelle. C'est parti, messieurs, pour notre gros dossier du jour. Loïc Folliot, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Christophe Pénoignon, Ouest France. Simon Rengoat, It West. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Clap de fin pour le collectif nantais. Comme la terre est ronde. Julien Clerc. Mais alors, Qui t'a arraché du monde. Arraché du monde. Oh, donne-moi de tes nouvelles, tu me feras la vie plus belle. Donne-moi de tes nouvelles. Exactement. Un petit peu de mélancolie et le besoin d'avoir des nouvelles. On en a des récentes. L'aventure collectif nantais avait commencé le 4 juin 2021 avec à l'objectif à terme de participer au rachat du FC Nantes de Valdemar Kita en agrégeant les énergies locales, les chefs d'entreprise et les fans d'une part, et puis en trouvant le richissime repreneur auquel s'adosser. Lors d'une conférence de presse, souvenez-vous, Michael Landreau, tête de gondole du projet, avait dit ça. Aujourd'hui, nous, notre responsabilité, c'est de faire un projet cohérent, en lien avec une formation, en lien avec exister au plus haut niveau, mais surtout en lien avec des valeurs. Et ces valeurs portées par le collectif nantais dans la construction du projet, on va en parler avec l'un des piliers du CN, Antoine Josse, qui était notamment en charge du crowdfunding, le financement participatif, et au conseil d'administration du collectif nantais également. Bonjour Antoine. Ouais, bonjour à tous, bonjour Simon. Merci d'avoir choisi le podcast Sans Contrôle, qui est écouté par les plus fervents des supporters nantais, par milliers. Quel sentiment t'anime quelques jours après l'annonce de la fin du collectif nantais, ce communiqué que vous avez adressé à tous, disant que c'était fini? Il y a forcément un petit peu de frustration parce qu'on n'a pas pu aboutir, on n'a pas pu atteindre l'objectif final, mais je vais peut-être vous surprendre. En fait, moi, le sentiment qui m'habite aujourd'hui, c'est une vraie fierté parce que on a vécu énormément de choses pendant 4 ans. On va sans doute en reparler, mais c'était un projet qui était assez fou. Et suite à la publication de ce communiqué de presse, les réactions et les messages que j'ai pu recevoir de la part des gens qui y ont cru m'ont beaucoup touché. Donc, et puis, on entendait les mots de Michael. L'intention du collectif nantais au démarrage, c'était de générer un projet global cohérent. C'était de fédérer le territoire et puis c'était d'être en mesure un jour de faire une offre concrète. Donc en soi, le collectif nantais a rempli sa mission, même s'il n'a pas pu aller au bout de la finalité. Alors pourquoi Antoine décidé de s'arrêter maintenant là avec ce communiqué en fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première qui est évoquée d'ailleurs dans le communiqué de presse et qui me semble importante, c'est la situation actuelle du foot français. Elle est pleine d'incertitudes. La crise des droits télé, elle n'est pas propre à la Ligue 1. Tous les sports, même les plus grandes ligues américaines, c'est devenu un vrai sujet parce que les droits télé ont pris une part tellement prépondérante dans les budgets de fonctionnement que peut-être que c'est tout le modèle économique du sport professionnel qui va devoir se réinventer. Donc il y avait cette incertitude-là.
Il y avait l'incertitude sur la volonté réelle de l'actionnaire actuel du FC Nantes, son intention moyen terme, long terme. En gros, vous avez compris que Valdemar Kita n'était pas prêt à vendre. En tout cas... Non, et c'est pas pour jouer sur les mots, on n'a surtout pas compris quelles étaient ses intentions réelles. Et puis, il y a un truc important, on n'a pas continué aussi parce que on aurait pu garder comme ça une forme de bougie allumée pendant plusieurs années en se disant on est là. Oui, mais il y a plusieurs choses, c'est que on a été frappé par le sceau de la confidentialité sur pas mal de choses. Donc ça veut dire qu'on aurait passé encore pas mal d'années sans pouvoir communiquer, probablement créer de la frustration chez les gens. Et puis, continuer à faire vivre des structures comme celle-là, ça génère des frais juridiques, comptables. Et bon, voilà, il y a un moment, il y a un constat d'évidence qui se met et qui se dit que le projet est dans les cartons et qu'il est prêt, mais que néanmoins, c'est le moment de s'interrompre. Ta prise de parole est d'ailleurs très attendue par une partie des supporters qui, si je résume l'ensemble des messages qu'on a reçus quand on a évoqué ce dossier collectif nantais, nous ont dit on comprend le secret parce que les affaires, ça se gère discrètement, mais il y avait beaucoup de frustration sur les avancées du projet tout au long de ces saisons. Loïc, tu veux ajouter quelque chose ? Non, j'allais dire, jusqu'à la création et l'officialisation de la naissance du collectif nantais, il y avait une sorte de serpent de mer qui revenait comme ça régulièrement dans le microcosme nantais, avec cette idée un peu folle qu'un jour un groupe d'entrepreneurs locaux s'agrégerait pour reprendre le FC Nantes. Antoine, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui justement de cette force économique locale ? Est-ce qu'elle peut, à terme, selon vous et avec l'expérience que vous avez avec le CN, eh bien, avoir un vrai impact sur la vie de ce club ? Moi, je pense que l'impact des entrepreneurs locaux, il ne doit pas être que capitalistique. C'est-à-dire que d'un point de vue capitalistique, très concrètement, je ne suis pas convaincu que le territoire, or en plus, il faut le définir, le territoire d'un point de vue géographique, mais je ne suis pas sûr que le bassin nantais soit capable de générer assez de ressources pour être capable d'acheter un club comme le FC Nantes et de le faire vivre. Donc de toute façon, moi, il me semble aujourd'hui indispensable d'aller s'adosser à quelqu'un qui aurait la surface financière nécessaire. En revanche, il y a une certaine manière de penser l'entrepreneuriat, j'en suis bien placé, c'est mon travail, sur le territoire nantais. Et là, pour le coup, cette spécificité, je pense que, oui, les chefs d'entreprise auraient demain un rôle à jouer, mais plus dans la manière dont le club devrait fonctionner dans son écosystème, plus que uniquement d'un point de vue capitalistique. Il y avait une promesse, Antoine, avec le collectif nantais qui était de dire, voilà, vous vouliez vous adosser avec un repreneur, parce que comme tu disais, au niveau capitaux... Il n'y a pas, peut-être en Vendée, il y a quelques entreprises, mais elles ne sont pas assez puissantes pour la Ligue 1. Il n'y a pas de quoi faire pour faire vivre un club de Ligue 1. Et on a les exemples... ailleurs, en Ligue 1, Strasbourg, on a le plus grand exemple sur la multipropriété. On voit que aujourd'hui, les clubs tendent à ça. Et vous aviez aussi cette volonté, ce projet de dire, bah voilà, nous, si un repreneur arrive demain, on veut taper à la porte en disant « Hello, faut compter sur nous ». Est-ce qu'avec la fin du collectif nantais officiel désormais, est-ce que si un repreneur extérieur arrive demain, vous auriez quand même les moyens de vous réactiver quelque part pour taper à la porte et dire on est là, ou est-ce que le projet du coup est complètement terminé ? En fait, il y a beaucoup de conditionnels dans votre question, si je peux me permettre. Non, mais après, évidemment, on peut tout imaginer. On a la faiblesse de penser, et c'est pas par manque d'humilité, mais on espère que surtout cette personne peut-être viendra aussi frapper à notre porte pour voir un petit peu ce qui a été fait. Donc, je pense que ce projet, il n'était pas parfait, mais il est un bon reflet de ce qu'est le territoire. Il est un bon reflet de toutes les parties prenantes en fait qui vivent autour du FC Nantes, aussi bien les clubs amateurs, etc. On en parlera peut-être. Donc évidemment, si on a moyen demain d'échanger avec la personne qui écrira tôt ou tard la nouvelle page de l'histoire du FC Nantes, évidemment, c'est des choses... moi, je suis convaincu que ce projet, il est d'une grande modernité parce que de toute façon, il pense différemment le rôle d'un club de foot dans une cité. Justement, voilà, alors si on s'arrête là-dessus, parce qu'on va évoquer l'offre ou les offres que vous avez faites à Valdemar Kita, mais est-ce que tu peux nous résumer, là aussi j'évoquais le secret du CN dans son fonctionnement pour le grand public, une partie du grand public en tout cas, qu'est-ce que vous faisiez concrètement avec ces dirigeants d'entreprise du tissu économique local, avec ces anciennes gloires du FC Nantes, avec toutes les personnes qui se sont agrégées? C'était des réunions, des ateliers, quelles sont les valeurs? Qu'est-ce que vous animiez concrètement? En fait, il y avait, d'abord, parce que c'est un grand mot, vous savez, les valeurs. C'est un grand mot. C'est pour ça que je veux mettre du concret derrière. Voilà. Mais il y a un moment où il faut être capable de les coucher sur le papier
et de voir en quoi elles sont spécifiques au FC Nantes et elles sont spécifiques à ceux qui l'aiment. Donc ça, on a commencé. Je ne vais pas détailler tous les travaux qui ont été faits. Non, mais quelques-uns qu'on puisse réaliser les choses quand même. On avait des valeurs qui étaient, par exemple, innover, transmettre pour se révéler. Et en fait, on avait résumé ça dans une phrase qui était de se dire créer du lien entre les hommes et les femmes du territoire à travers le football. Notre idée, c'était ça. Ça a tout de suite été de se dire ne pensons pas que aux sportifs. Prenons bien conscience qu'un club de foot, c'est pas une tour d'ivoire, c'est un acteur de la cité et il est entouré de 5 grands univers sur lesquels nous, on a vraiment fait des réunions de travail, des rencontres, des gens qui ne sont même pas des supporters du FC Nantes, mais qui peuvent avoir un regard important et intéressant sur lui. Il y avait aussi bien le monde associatif, on a beaucoup parlé lien social, avec des assos nantaises, évidemment la dimension économique avec les chefs d'entreprise, la dimension de l'éducation, penser à la scolarité des jeunes du club, mais pas que, comment est-ce que le sport peut être vecteur de quelque chose dans le monde de l'éducation, le monde de la santé, et puis évidemment le monde sportif. Donc l'idée, pendant ces 4 ans, ça a été de faire vivre avec le foot amateur, par exemple, c'est ça, hein? Exactement, le foot amateur. Il y a eu énormément de rencontres qui ont été faites avec des clubs amateurs, et c'était pas d'arriver en sachant, c'était d'arriver en disant qu'est-ce que vous auriez envie de vivre demain avec le FC Nantes, on va dire nouvelle version. Et des séminaires, tu disais? Et des séminaires qui... on a mis, ça serait difficile de faire l'inventaire de toutes les personnes qui ont été mises autour de la table, mais il y a eu tous les clubs de supporters qui ont été conviés à dire mais qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme relation demain avec le Football Club de Nantes. On l'a fait également avec les entrepreneurs, on l'a fait également avec... il y a même eu d'autres sports de haut niveau nantais qui a été de leur dire mais le FC Nantes prend beaucoup de place d'un point de vue médiatique, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un fonctionnement intelligent pour faire en sorte que le FC Nantes puisse être un projecteur pour le territoire et pas au contraire générateur d'ombre pour les autres. Moi je pense que, alors on va pas parler de victoire, mais la première réussite, c'est déjà l'idée de base d'avoir réussi à réunir dès le début du monde autour d'une idée qui était aussi changer ce mode de gouvernance et voir comment ce club pouvait de nouveau se connecter avec son territoire, etc. Après, il y a des gens qui sont partis en cours de route. Il faut peut-être aussi l'expliquer, Antoine. Oui, des entrepreneurs. D'anciens joueurs. Il y a eu des bisbilles à l'intérieur du collectif nantais ou c'est la vie normale d'une association pour toi? En fait, c'est ça qui est assez marrant, mais que j'ai entre guillemets découvert avec des projets médiatisés. C'est qu'en fait, le fonctionnement du collectif nantais, il a été le fonctionnement classique d'une boîte, d'une asso, même j'allais dire d'un groupe de copains. On a aimé longtemps faire vivre la comparaison avec un vestiaire. Dans un vestiaire, de temps en temps, on se met d'accord, on se fédère, et puis parfois on se dit les choses parce qu'il y a des choses qui vont pas. Et ça a pu arriver, en effet, qu'on se dise des choses. Il y a des gens qui ne se sont plus sentis en phase et qui ont décidé de continuer leur vie autrement. Il y en a d'autres qui sont arrivés, mais c'est super logique, en fait. Moi qui suis un homme d'entreprise, c'est la logique même d'une entreprise, c'est qu'il y a une idée de départ, il y a des gens qui la portent, mais c'est pas forcément tout le temps les mêmes. Certains s'essoufflent, certains ne se reconnaissent plus, mais quelles que soient les personnes, moi je les remercie parce que faut pas oublier que c'est des gens qui ont donné du temps et ça a de la valeur de donner du temps et de l'énergie. Philippe Plantif, par exemple, qui était à l'origine une des têtes... Mais c'est quand même... je comprends qu'il y ait des gens qui partent en cours de route, mais effectivement, Philippe Plantif faisait partie des hommes en première ligne du collectif nantais, donc effectivement, son départ interroge. Mais en fait, il a été sur la première ligne par la force des choses, parce qu'il était présent le jour de la présentation de la première conférence de presse. Il a été moteur dans la levée des fonds auprès des entreprises locales, mais ça a été une première étape. Après, il y a eu une deuxième étape qui était la constitution du projet dont je vous ai parlé. Et là, à ce moment-là, autour de la table, il n'y avait plus les 3 personnes qui étaient en face de vous le jour du lancement. Il y avait des dizaines de gens qui intervenaient dans des domaines très différents. Donc, il y a eu aussi un moment où la présence de Philippe Plantive, elle s'est avérée peut-être moins indispensable. Lui, en tout cas, peut-être se reconnaissait aussi moins dans certaines dimensions prises du projet. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais voilà. Il est sorti du vestiaire. Il est sorti du vestiaire. Dont le capitaine est Michael Landreau. C'est bien du début à la fin le personnage central du collectif nantais de ce vestiaire. Tu peux nous en dire un mot ? Moi, en fait, c'est marrant. C'était pas prévu, mais je voudrais quand même dire un petit mot. Moi, je voudrais remercier Michael. Parce que j'ai pas trop en mémoire des anciens de clubs
qui viennent consacrer 4 ans à un hypothétique projet. Donc moi je tiens à les remercier. Voilà, c'était une petite parenthèse parce que mine de rien, c'est courageux de sa part d'avoir mis entre parenthèses une vie professionnelle pour être capable de travailler à nos côtés. Et moi, à titre personnel, ça a été un compagnon de route que j'ai beaucoup apprécié. Oui, il avait un rôle qui était central déjà par rapport à tout ce qu'il peut symboliser et représenter. Mais après, il y avait un mode de gouvernance où moi, il y avait des domaines sur lesquels j'étais complètement indépendant, complètement libre. Hein. C'était un capitaine, c'était pas un chef. Il a été moteur dans le collectif nantais, ça on l'a bien compris. Est-ce qu'il a pu être clivant ? Et ça, c'est ce que nous ont demandé aussi de nombreux auditeurs sur d'abord le rachat du FC Nantes. On sait qu'avec Valdemar Kita, c'est pas la grande entente. Est-ce que, tu ne sais peut-être pas, mais est-ce que ça a pu être quelque chose qui a empêché les choses ? J'aurais beaucoup de mal à répondre parce que Mickaël et Nantes, c'est plus de 40 ans d'histoire. Donc je peux pas tout savoir, tout connaître. Moi, ce que je peux simplement vous dire, c'est que lorsqu'on a formulé une offre, le refus de la personne en face n'a pas été motivé du tout par la présence de l'un ou de l'autre dans le projet. Ouais. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça n'a pas été problématique. Moi, l'histoire de savoir si on est clivant ou pas clivant, je pense que je le suis aussi, vous l'êtes tout autant. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de savoir si ça empêche d'être fédérateur au maximum. C'est de se dire, est-ce qu'il y a des gens plein de compétences sur le territoire qui n'ont pas pu venir à cause de ça ? Et la réponse est non. Ouais. Quand je vois la diversité et la qualité des interlocuteurs, je pense vraiment que non. Moi, j'avais une question, Antoine, sur cette fameuse offre, parce que ça a été... une des informations de votre communiqué, vous avez annoncé qu'il y avait une offre de 80 millions pour racheter le FC Nantes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, ce que vous avez fait comme offre ? Tu as commencé à répondre là-dessus, sur comment elle a été reçue et comment Valdemar Kita s'est comporté par rapport à cette offre-là. Et aussi éventuellement réagir sur le fait que le club, lui, dit qu'il n'y a pas eu d'offre. Alors avant qu'il nous raconte, moi je peux te le confirmer, Pab. Clairement, cette offre de 80 millions, c'est une lettre d'offre d'achat du club. Et je suis en mesure de le confirmer aujourd'hui parce que j'ai consulté le document. Donc Valdemar Kita a bien reçu via ses conseils cette proposition d'achat du FC Nantes à ce montant, 80 millions d'euros également, et qu'il a refusé. On m'a raconté qu'il en voulait plus. Et l'affaire s'est arrêtée là. Ton sentiment et une réponse à la question de Pab, Antoine. C'est exactement ça. Je peux confirmer que ça existait. J'ai participé à la rédaction du document, donc je peux confirmer. Évidemment, je peux parfaitement comprendre aussi. Je m'attendais un petit peu à la réponse du propriétaire actuel de ne pas vouloir confirmer ce genre de choses. La réponse d'ailleurs, Pab, la réponse qui nous a été envoyée, c'est quand même de dire il n'y a jamais eu d'offre et a fortiori de 80 millions d'euros. Sauf que le a fortiori, il se trouve un peu mal placé parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit a fortiori s'il n'y en a pas eu du tout. Bon, c'est une petite parenthèse sémantique, mais je te redonne la parole, Antoine. Non, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus. On l'a transmis. On a vraiment mais c'est important vraiment de l'entendre. On a vraiment fait le maximum pour faire en sorte que notre projet ne vienne pas déstabiliser quiconque le club qui vivait parfois des saisons sportives compliquées. Nous, l'idée, c'était de prendre soin de l'institution. Donc, on n'allait pas commencer à venir se répandre dans la presse en disant ce qu'on faisait tous les jours, et notamment sur ce sujet-là. Donc, elle a été transmise respectueusement. Visiblement, il en attendait plus. Mais il n'y a jamais eu d'assiette cassée ou de... Ça vous a surpris ? Ça vous a surpris que 80 millions, il les refuse et qu'il en demande plus à l'époque ? En fait, c'est difficile d'avoir un retour là-dessus. Nous, on a fait une offre sincère, en fait. On a fait une offre par rapport à ce qu'on était en mesure de faire et aussi parce que tous les travaux qu'on avait menés autour de la construction financière du projet nous amenaient à dire que la valeur du club tournait autour de ça. C'est que vous étiez adossé à un investisseur, du coup. Oui, tout à fait. Donc, on ne souhaitait pas, de toute façon, faire n'importe quoi. C'était un prix qui nous semblait objectif et qui nous semblait cohérent. On a transmis une offre respectueuse. Et après, je ne souhaite pas rentrer dans les détails de cette offre pour des raisons évidentes de confidentialité, parce que malgré tout, ce n'est pas parce que notre projet s'arrête que le respect pour l'actuel propriétaire s'arrête, lui. On maintient ce qu'on a fait et on l'a fait et on en est fier. Néanmoins, après, je respecte aussi la décision de la personne d'en face
Sur l'origine des fonds, vous aviez fait le check nécessaire. C'était aussi l'une des conditions, j'imagine, de votre participation à cette offre-là. À chaque fois, vous vérifiez l'origine des fonds. C'est pas l'origine du refus d'Equita? Non, ça va de soi. Les fonds, c'était des gens qui avaient pignon sur rue. Et puis, vous savez, on était également accompagnés pour faire ce genre de choses. On fait pas ça tout seul dans son coin. Bien sûr. Donc, non, il va de soi. Et puis, vous savez, une des plus grosses richesses du collectif nantais, c'était quand même sa crédibilité au niveau local. Vous doutez bien que ça aurait posé problème si on avait commencé à se mélanger avec des personnes à la provenance douteuse. Juste Antoine, pour clore ce chapitre sur l'offre de reprise, donc il y a 80 millions, on sait que pour faire fonctionner un club de foot, ça réclame des sommes extrêmement conséquentes. Est-ce qu'il y avait des perspectives dans ce domaine en termes de surface financière au-delà des 80 millions qui sont proposés? Mais la personne qui était à même de nous accompagner avait la surface financière pour financer ce qu'on peut appeler un retournement, c'est-à-dire une modification profonde du fonctionnement du club. Donc cette surface-là, elle existait. Il faut avoir plus du double, en gros, c'est ça? J'ai pas envie de rentrer dans ces chiffres-là. Non, mais voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ces chiffres-là. C'est toi, Antoine, dis-le. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Non, je souhaite pas rentrer dans ces chiffres-là. Il y avait d'autres propositions au cours de ces 4 années de collectif nantais qui sont allées jusque sur le bureau de Valdemar-Kita ou bien qui ont failli y aller? On a eu plein de rencontres que je qualifierais de intéressantes, intéressées. C'était aussi vous savez, c'est un monde très particulier, hein, les investisseurs qui peuvent rôder autour du sport de haut niveau. Donc, il y a des gens qui peuvent être très, très emballés et puis finalement pas donner suite. Mais pour répondre à votre question, on est allé voir une fois Valdemar-Kita avec cette offre-là parce qu'elle nous semblait crédible, sérieuse. Et on a eu plein d'autres contacts, mais qui ne se sont pas concrétisés par une offre. Parfois avec justement des investisseurs un peu exotiques. Alors, vous savez, pour rigoler, je vous dirais que est-ce que l'exotisme commence au sud de la Loire? Ouais, je pense. Je pense que oui, à titre personnel. Faut que tu renouvelles ton passeport d'ailleurs. Donc c'est voilà, David l'investisseur, c'est ça, c'est David Philippot. Voilà, ou au-delà de la Vilaine, pour ceux qui préfèrent. Si tu veux. Non, mais en fait, je vous dis, cette définition de l'exotisme, je vois un petit peu vers quoi vous voulez aller. Dès lors qu'on n'avait pas de certitude par rapport au sérieux des personnes en face, voilà, il n'y avait pas d'échange plus loin. Mais là où il faut être réaliste, c'est que le territoire ne porte pas d'investisseurs capables de le faire. Ouais. Donc, dès lors, vous pouvez trouver ça peut être des gens qui vont être français, européens ou de plus loin. Vous savez, c'est finalement pas très important. Ce qui est le plus important, c'est la mentalité avec laquelle ils arrivent et leur souhait de mettre en place des gens qui vont être en phase avec ce qu'on a envie de faire. Donc en fait, c'était plus là-dessus. Vous savez, qui je serais, moi, pour venir juger de la provenance d'un tel ou d'un tel, dès lors, évidemment, que l'intégrité de ces personnes est certifiée, ça va de soi. Mais après, qui je serais pour venir juger de leurs origines? On avait posé la question sur Twitter à nos auditeurs. Que vous inspire le clap de fin annoncé par le collectif nantais dans son entreprise de racheter le FC Nantes? 41% ont dit chapeau d'avoir essayé. 40%, donc une autre grosse proportion, disent c'était prévisible et étaient un peu pessimistes sur votre propension à trouver ou la propension de Valdemar-Kita à vouloir vendre. Décevant pour 14% et Kita Forever 5%. Bon, il garde un succès modeste, Valdemar-Kita pour le coup. Je vais lire quelques-uns des messages, mais Loïc d'abord. Oui, Antoine, dans cette aventure du collectif nantais, dans cette histoire du collectif nantais, il y a notamment eu cette initiative du crowdfunding. Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience? Alors, j'en retire que c'est une sacrée aventure parce que, en fait, des financements populaires, des financements supporters, des tentatives, il y en a eu plein. Mais nous, la spécificité, et ça a été le fil rouge de tout ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait vraiment faire les choses bien et sérieusement. Donc là, ce n'était pas une cagnotte dans laquelle les gens pouvaient venir mettre 5-10 euros sans savoir trop après ce qu'allait devenir leur sous. Là, l'idée, c'était de créer une vraie structure juridique dont les gens étaient actionnaires. Donc ça, pour répondre à votre question, d'abord, ça a été une forme de lourdeur réglementaire assez forte parce qu'il faut s'adosser à des plateformes dont c'est le métier d'héberger ce genre de financement. C'est des gens qui sont scrutés par l'autorité des marchés financiers. Donc, il y a une forme de lourdeur administrative. Mais en revanche, une fois que c'est lancé, ça a été j'en ai des frissons quand j'en reparle parce que sentir autant de gens enthousiastes, c'est vraiment un des plus beaux moments de ces 4 années pour moi. Ça a été de voir les chiffres monter et de se dire que c'était plus des centaines et des milliers, mais
Donc ça a été vraiment un très grand moment, mais en revanche, je peux certifier, j'ai déjà été contacté par d'autres clubs ou projets de reprise de clubs en France qui voulaient faire la même chose, et je les ai quand même alertés sur le fait d'être bien entourés, ce qui a été notre cas, parce que c'est une opération juridique qui est assez complexe. Chacun va retrouver ses sous, hein. C'est important, mais que ce soit du côté des entreprises comme des individuels. Absolument. Là, on est, alors j'en profite pour faire passer ce message-là, qu'on est justement dans les formalités administratives, c'est un petit peu complexe, il va falloir qu'on fasse une assemblée générale de dissolution. C'est des choses qui prennent un tout petit peu de temps, mais il va de soi que chaque personne sera contactée par mail directement pour les modalités de remboursement. Tout le monde sera remboursé jusqu'au dernier centime. Antoine, pour revenir sur l'offre 2 minutes, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas vraiment compris les intentions de Valdemar Kita. Est-ce que vous pensiez qu'il était vraiment vendeur, et qu'est-ce que cela dit de son attachement au FC Nantes ? Alors, son attachement au FC Nantes, il faut lui demander. Par rapport à ses volontés réelles, il y a un flou artistique qui était autour de ça. C'était pas complètement clair. Et il avait déjà, par le passé, fait des déclarations un petit peu équivoques ou ambiguës sur l'avenir. En fait, on est plutôt parti d'une autre démarche qui a été de se dire, nous, on est prêts, nous, on a un projet, on a des gens qui veulent nous suivre, et ben, on va aller, avec toute la sincérité possible, venir déposer une offre sur son bureau. Ça a été notre démarche. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Il a été respectueux vis-à-vis de cette démarche globalement ou dans les échanges ? Oui, alors j'ai jamais eu d'échange direct avec lui, mais je crois que oui, et je crois que notamment il avait apprécié le fait qu'on ait été discret et qu'on n'était pas en permanence sur la place publique à faire les malins, et ça explique, c'est une raison de plus pour laquelle on est resté extrêmement discret et confidentiel, parce qu'on savait que probablement que le respect qu'on affichait par rapport à l'institution en place, c'était apprécié, et ça pouvait être vecteur de réussite à l'avenir, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, Antoine, donc le collectif nantais c'est terminé, mais est-ce que le projet est mort et enterré, ou il peut potentiellement renaître de ses cendres En fait, c'est marrant parce que j'ai sensiblement l'impression d'avoir eu la même question. Je crois que c'est la même question que tout à l'heure, Pab. T'as absolument envie de voir renaître le CN, j'ai l'impression, non ? et je vous en remercie, c'est très touchant. Mais en fait, je dirais. Non mais c'est voilà, je suis très touché, évidemment, quasi ému. Non mais en fait, c'est juste que le projet, le message qui était derrière et toutes les actions qu'on avait prévu de mettre en place, et tous les secteurs associatifs, économiques, etc., qu'on a pu contacter, et le plan d'action qu'on avait, celui-là, il est toujours prêt. Oui. Donc, en revanche, il faudra que les conditions soient mises en place. Pour ça, il faudra un nouveau propriétaire, et que ce nouveau propriétaire ait la volonté d'aller dans cette direction-là. Mais évidemment, vous savez, moi j'aime bien pouvoir citer Ronald Knox, pour qui j'ai une évocation, une affection toute particulière, et qui dit toujours que avoir le plaisir de se comprendre, c'est une idée qui ne sera jamais ringarde. Et je pense que les bonnes idées, quand elles sont vraiment sincères et bien construites, elles sont jamais ringardes. Donc, ce sont des idées qui pourront ressortir un jour ou l'autre. Je vais citer à mon tour Frédéric Darocha, les légendes ne meurent jamais, avait dit Darocha également à propos du FC Nantes. Rico nous dit, parmi les messages reçus, les dizaines de messages reçus, même si le résultat final est décevant, je dis chapeau d'avoir essayé, il n'y a pas de regret d'avoir essayé de tenter un coup. John nous dit chapeau également, la déception est à la hauteur des espérances que suscitait ce projet novateur. Malheureusement, Kita père et fils sont loin d'être partis. Patrick nous dit, ce projet était mort-né avec la présence de Landreau que Kita déteste, et Philippe Plaintive lui a tourné le dos. On a pris le problème à l'envers, et en se déclarant éventuel repreneur sans un euro en poche, à la base, il était plutôt hostile. Hugo nous dit, j'ai mis décevant car à aucun moment nous les souscripteurs avons réclamé le retour de nos fonds, ça pouvait attendre. Et ouais, il est un petit peu comme Pab, il voulait que ça continue, le collectif nantais, Hugo, à moins qu'il y ait une clause qui prévoyait une date butoir. Bon, maintenant on sait que le FCN est mort, Kita ne partira pas. Nous, Ligue 2, nous voilà. Et puis Maître Dargan qui nous dit, investir en Ligue 1, c'est complexe. Il faut des multipropriétés avec des flux de revenus directs comme les droits télé, des avantages stratégiques et un attrait de la marque au niveau mondial. Fini les clubs gérés par des passionnés. Il faut des structures solides comme Blueco, comme Red Bull. On n'a pas le choix. Et on va peut-être terminer avec ça, Antoine. C'est pas forcément positif, mais c'est vrai que c'est ce qui est devenu le football. La multipropriété vous fait-elle encore plus peur que Valdemar Kita et sa façon d'être dirigeant à l'ancienne au FC Nantes pour l'avenir du club? Mais la multipropriété, c'est une... Enfin, je vais parler avec mes mots, désolé, mais
c'est une horreur absolue. Je suis horrifié de ce genre de choses parce qu'on va se retrouver avec des situations complètement ahurissantes où finalement des clubs seront condamnés à être un peu les pouponnières des clubs des vaisseaux mères. Donc moi, je suis écœuré de voir ce genre de choses. Ce genre de piste n'a jamais été évoqué ni même poursuivi dans le cadre du CN. Ça n'a jamais été sur la table. Ça, c'est important de le dire. Ouais, donc vous n'avez jamais contacté la famille Pinault, parce que tout à l'heure tu parlais d'investisseurs au nord de la Vilaine. C'était pas la famille Pinault. On n'allait pas devenir un club satellite du Stade Rennais. Non, alors j'aime bien la blague. Allez, c'est quoi? Je la prends, je la note, je la ressortirai. Non, mais on n'a jamais été dans cette optique-là. Et moi, je vous dis, je refuse de penser qu'il n'y a pas un autre avenir qui est possible. Il y a des réalités économiques qui vont changer. C'est sûr que les grandes années les droits télé montent, donc on va pouvoir monter les trains de vie en permanence. C'est quelque chose qu'il va falloir repenser, probablement à une échelle plus petite, mais est-ce que finalement c'est pas plus sain? Est-ce qu'on va pas devoir se concentrer aussi plus sur le message que uniquement sur les chiffres? Donc moi je pense qu'au contraire c'est peut-être un moment d'opportunité pour le foot et il va peut-être avoir de la place pour des nouveaux modèles. Donc au contraire, cette période-là, elle est, pour ceux qui sauront la saisir, je pense qu'elle peut être extrêmement enrichissante. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Mais il faut que tout le monde sache que vraiment, on a tout fait pour. Je vous promets, on a tout essayé. On a vraiment beaucoup travaillé. J'y ai laissé une part de mes cheveux, je pense. Mais je regrette pas une seconde. Solidarité capillaire. C'est par solidarité capillaire, mais évidemment. Ah non, je crois que Loïc, t'es plus avancé quand même. Oui. Venant de Loïc Folio, c'est extrêmement solidaire, en effet. Donc on apprend que David Filippo était aussi au collectif nantais, c'est quand même incroyable. Et qu'il a très très bien caché son jeu. Non, mais juste pour rebondir sur la multipropriété, contrairement au CN, c'est la négation de la connexion avec son territoire. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'un club satellite si vous n'êtes pas la maison mère, un club satellite, et vous êtes là uniquement pour faire du flux d'argent, de joueurs, etc., sans aucune identité et encore une fois aucune connexion avec son territoire. Donc c'est non. Soutien aux supporters strasbourgeois d'ailleurs. C'est vrai, Loïc, merci de cette conclusion. Merci beaucoup Antoine Josse d'avoir passé ce moment avec nous. Le temps des explications aussi, je pense que ça aura satisfait beaucoup de nos auditeurs qui nous parlaient chaque semaine quasiment du collectif nantais depuis sa création en 2021. À bientôt Antoine. Allez, merci. Merci. Au revoir. On termine avec un petit mot sur la Youth League, cher Christophe. Simon, puisque les jeunes Canaries débutent leur campagne de Youth League demain, donc ce mercredi à 17h contre le club azerbaïdjanais de Sabah. Donc ils auront un match retour avec beaucoup d'heures de vol dans les pattes. Et le Sopin sera plein déjà sur ce match. Donc encore un franc succès populaire. Ouais, parce qu'on l'a dit, la tribune noire était incroyable face à Lille avec ce tifo et la ferveur derrière les jeunes. Et aussi, ça prend derrière les filles, nous montre que ce club, si certains projets n'aboutissent pas, a une énorme côte d'amour autour de lui. On se retrouve, les amis, dans 15 jours. Et ce sera Charles Guyard d'ailleurs qui officiera ici. On va faire une petite semaine de vacances et puis on se dit à dans 15 jours avec de grandes échéances qui arrivent et des matchs coup près dont on a parlé tout à l'heure face à des adversaires directs. On va voir ce que vaut cette équipe-là. Salut à tous. Salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.